Dites-moi, on va en profiter pour tester le son. Je suis dans un café, puis dites-moi si vous m'entendez bien. Je peux lire quand vous m'écrivez ou quand vous joignez, je le vois. Je ne pourrais pas trop répondre aux questions pendant le stream parce que j'ai assez de job à faire déjà à déconstruire des arguments. Mais à la fin, je vais prendre la peine de répondre aux questions. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Yay! Merci Marjo. Trois minutes. Salut Marie! Ouais, ben on peut jaser en attendant, hein, parce que vous êtes quand même pas mal toutes mes amies à date. J'ai mis le stream public, donc techniquement parlant, des gens qui ne me connaissent pas vont pouvoir joindre. C'est sûr que j'espère que le ton va rester vraiment courtois et zen. Aussi, vous pouvez repartager le link du stream pour que vos amis le voient puis embarquent. Ou si vous taguez des gens dans les commentaires, ça va aussi apparaître pour eux. Vous êtes conscient que depuis hier soir que je me suis engagée à faire ça, que j'ai passé la nuit à déconstruire des arguments dans ma tête, puis à respirer, puis à me ramener sur le moment présent, puis à me dire non, dors, tu peux rien faire cette nuit de plus que tu pourras pas faire demain. Il y a de la job à faire, les abolitionnistes. Mais ça vaut la peine. Vive le café. Une minute. Donc, ce que je compte faire, c'est, à l'aide de mon cellulaire, suivre l'article. Alors, l'article en question, vous pouvez le trouver sur le site de Stella. C'est full weird. Je me vois en train de me voir. Oh! Webception. OK, fermer le son là-dessus. Alors, je vais me remettre sur la page de l'article. Donc, comme je disais, vous pouvez le trouver sur la page de Stella. Sinon, je l'ai repartagé aussi sur ma propre page. Il est public, ce post-là, alors vous pouvez aussi le trouver. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'essayer calmement d'expliquer ce qu'on voit comme étant des dissonances ou des manières qu'on ne va pas assez loin dans le raisonnement. Puis, je pense qu'il faut commencer par dire dès le départ que ce soit les militantes qui sont pour ce qu'elles appellent le travail du sexe, ou les personnes comme moi qui considèrent que c'est de l'exploitation sexuelle et qui veulent son abolition ultimement. On a tous et toutes à cœur
le bien-être de la personne qui est dans la situation de prostitution. Ce sera pas long, j'ai la misère à multitasker. Voilà, j'ai trouvé l'article. Donc, on a tous à cœur la personne prostituée. Là où on diffère, c'est vraiment que il y a un discours pro qui dit ben non, c'est vraiment un travail comme un autre, et puis qui ne remet pas en question en quoi ça cadre dans un cadre plus large patriarcal, puis qui est pour absolument décriminaliser le fait qu'un homme puisse acheter une femme et même qu'une autre personne puisse vendre une autre personne, ce qu'on appelle le proxénétisme. C'est vraiment là où on y diffère, puisque nous, les abolitionnistes, on tient absolument en priorité à ce que la personne prostituée soit décriminalisée, mais on tient à criminaliser la personne qui achète, donc le client, et la personne qui revend les services d'un autre ou qui vit les services d'un autre, soit le proxénète, le pimp, appelez-le comme vous voulez. Donc, ce qui est arrivé, c'est que la ville de Laval a pris une décision assez drastique comme la police le fait toujours. C'est toujours des busts, des choses rapides, qui n'a pas vraiment un plan élaboré justement pour qu'est-ce qui se passe aux gens. Donc, il y a eu une fermeture massive de salons de massage à Laval. Et Stella dénonce fortement que c'est une atteinte aux droits. Donc là-dessus, on peut s'entendre sur un certain point, dans la mesure où je pense qu'il faut que je contextualise que moi-même, je suis une ancienne personne prostituée, dans mon cas, dans l'adolescence. J'ai à peu près bientôt 20 ans de sortie de la prostitution. Et puis, je suis devenue abolitionniste vraiment tard. Ça fait pas plus que 1 an et demi, 2 ans, en fait, que je suis exposée à ces arguments-là. Puis c'est dans l'optique de déconstruire mon propre vécu, de comprendre qu'est-ce qui m'a amené à rentrer là-dedans, quelles étaient les conditions préalables, puis ensuite d'apprendre à vivre avec les conséquences. Donc, c'est vraiment quand je suis arrivée dans les organismes qu'on appelle des CALAX, ce sont des organismes qui viennent en aide aux victimes de violences sexuelles, qu'on m'a aidé à reconnaître la prostitution en tant que telle comme une violence sexuelle. Puis, je tiens à préciser aussi pour ceux qui pourraient dire qu'il y a des niches plus de luxe que d'autres, que j'étais dans la niche la plus de luxe qu'il n'y a pas. J'avais 17 ans, j'étais belle, j'étais parfaitement bilingue, j'étais fluide dans la société, puis j'arrivais à charger des prix de fou, justement parce que je suis jeune, puis je me débrouille. Donc, j'ai toujours été dans une niche de luxe. J'ai jamais eu un client pire qu'un autre qui m'a violée ou séquestrée ou quoi que ce soit. C'est juste que la redondance et de vivre la prostitution, la quotidienneté de ça dans notre corps, je considère que ça porte une atteinte à la personne et que ça crée pour toujours un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Je vais essayer de décortiquer l'article, faire des pauses en m'allant un peu partout en vous expliquant le lien avec mon vécu, quoique je veux que vous compreniez que j'ai pas besoin de faire appel à mon vécu, quoique pour certaines personnes, ça augmente ma crédibilité, mais j'aurais absolument aucunement besoin d'avoir ce vécu-là pour être capable d'en faire une analyse de cadre abolitionniste. Il y a énormément de militants qui n'ont pas de vécu en prostitution. Ça leur enlève pas la crédibilité d'être capable de voir qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans et que ça perpétue un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Donc, la manière que ça s'est fait à Laval. Donc là, l'article de Stella commence à dire, probablement les travailleuses du sexe. On va déjà s'arrêter là. Moi, je n'utilise plus. Des fois, j'ai un lapsus puis je dis travailleuse du sexe parce que je sais que c'est le mot tellement courant. Puis il y a comme une dichotomie qu'on a l'impression que prostitution, c'est quand c'est pas voulu puis que c'est pas de ta faute puis t'es mal pris, t'es dans la drogue, t'es dans la rue, peu importe. Puis que le travail du sexe, c'est un choix, c'est glam, c'est beau, il n'y a pas de problème. Cette dichotomie-là, elle est fausse et elle est très récente. Ça fait pas longtemps qu'on a inventé le terme travail du sexe. J'ai plusieurs problèmes avec ce mot-là. Premièrement, c'est pas un travail, je vais essayer de décortiquer. Puis deuxièmement, c'est pas du sexe non plus. C'est pas vrai que de te mettre dans une position où tu réponds aux besoins sexuels et tu performes des actes routiniers pour une personne dans lequel toi, t'en retires rien, t'es pas engagé. La plupart des personnes qui se prostituent n'ont pas de arousal, là, de désir sexuel. Là. Faut get real. Là. Donc, celles qui en ont, ça me dérange pas. Je m'en fous. Je suis pas là pour avoir un jugement moral. Je suis là pour vous dire que la grande majorité des personnes qui se retrouvent en situation de prostitution, c'est pas par choix. Si on unpack this shit, on se rend compte qu'il y a des conditions préalables à l'entrée en prostitution. Je reviens souvent sur les statistiques, mais c'est environ 70% des personnes qui rentrent en prostitution qui ont subi préalablement un traumatisme sexuel, que ce soit de l'inceste, viol, violence conjugale. Tu sais, quand tu mélanges l'amour avec la violence, toutes ces choses-là, il y a des facteurs qui nous amènent à être capables d'accepter ça puis de se faire vivre ça. Ça, c'est une chose. Puis ensuite, il y a des conséquences sur la personne. Puis j'aimerais qu'on en vienne aussi à peut-être donner du crédit à la parole des personnes qui ont beaucoup de recul par rapport à leur vécu. Je connais pas grand monde qui ont été en prostitution, qui ont du recul, qui ont une position pro. Et si long, parfois, c'est des arguments que je juge at best naïfs. Donc, de dire ça va protéger plus les personnes, blablabla.
oui et non, OK? Je vais essayer d'unpacker ça, là, mais il faut qu'on ait une vision plus large de ce qu'on veut comme société, parce que sinon, on fait perdurer la forme la plus ultime de patriarcat, et puis on cause une blessure non négligeable aux femmes qui se répercute ensuite dans leur corps sous la forme de dépression, de fibromyalgie, de douleurs chroniques, de douleurs innommables, en fait, de mal de vivre, OK? Ça fait qu'il faut qu'on en parle. Puis la traumatologie, à un moment donné, elle connaît des choses sur le sujet de la prostitution qu'il faut qu'on arrête de nier. Là. Il y a des scientifiques, il y a des gens avec des grands talents, des grandes compétences qui ont même pas ce vécu-là, qui ont justement fait, OK, peut-être qu'il faut unpack ça, OK? Ils sont allés, puis ils ont analysé, puis ils ont eu des échantillons statistiques assez grands pour voir des tendances. Les chiffres diffèrent, mais ils sont toujours en haut de 90%. 90% et plus, 95% des personnes prostituées, quand tu leur demandes est-ce que tu aimerais en sortir ou avoir eu la chance de peut-être pas avoir passé par là, la presque totalité des personnes vont dire oui. Donc, en ce moment, on a un petit lobby pro composé de personnes, soit qui ont été dans le milieu ou qui le sont encore, et qui le défendent ardemment. Et moi, ce qui me blesse de tout ça, c'est l'arrogance qu'elles ont de parler pour l'ensemble des personnes prostituées quand ça représente tellement, mais focal tellement pas le vécu de la majorité des personnes en prostitution. Maintenant, cette lettre-là, elle parle des personnes des salons de massage de Laval. Salon de massage, des corticoles. Est-ce que c'est un salon de massage? Encore une fois, le nombre de mots qu'on utilise pour ne pas nommer les vraies choses. Salon de massage. Non, tu fais des masturbations, des fellations, certains endroits tu fais des complets. Donc, l'homme, il rentre, il va se faire masser. Sérieux. Bon, OK. Même chose pour les clubs de danseuses. Aujourd'hui, des clubs de danseuses, il n'y en a plus beaucoup qui font pas de la gaffe. Faire de la gaffe, c'est une expression du milieu qui dit de faire plus de services que juste la danse. Et à partir du moment où on a mis des cabines, c'était fini. Il se passait plus. Moi, j'ai connu la fin de l'âge d'or, mettons, de l'industrie du sexe à Montréal. Là. La fin des années 90, début 2000. À partir d'à peu près 2001, 2002, 2003, c'était rendu des cabines partout. Puis moi, j'étais au point où je voulais en sortir. Donc, mon chemin de vie à moi, c'est d'avoir commencé la prostitution directe à 16 ans et de m'être tranquillement retirée du milieu parce que je connaissais rien d'autre. J'avais jamais fait de CV, jamais serré la main d'un patron, jamais fait d'entrevue d'emploi. Donc, ma sortie, elle a pris 6 ans à se faire lentement. Puis elle s'est faite en arrêtant la prostitution de rue pour aller dans les clubs à gaffe, pour aller vers les clubs les plus clean, les danses à 5, le moins de contact possible. Donc, quand ça s'est mis à virer dans ce contact partout, là, c'était comme, oh, wow, moi, je recule pas, là, je suis plus capable. Au moment où j'ai sorti, j'étais dans l'industrie du sexe de 16 à 23 ans. Au moment où j'en ai sorti, c'est incalculable le nombre de blessures et de lacunes que j'ai. Puis pas des choses, ça a l'air évident, j'ai l'air d'être fonctionnel, mais il y a des blessures fondamentales à mon cheminement qui se répercutent, pas juste dans mes relations avec les hommes, dans l'hypervigilance, dans les cauchemars, le besoin de... Il va falloir parler de dissociation, il va falloir parler de plein de choses, c'est long. Je ne sais pas combien de temps je vais vous parler, mais je vous remercie d'être là. C'est vraiment de la job de décortiquer tout ça. Donc, OK, on y va avec Laval. Donc, la manière que la ville de Laval a fait ça, c'est exactement ce que je décris, puis exactement pourquoi je passe mon temps à dénoncer les tactiques policières puis la manière que les lois sont faites. Si on avait voulu bien faire, si on s'était vraiment soucié du bien-être des femmes, on aurait peut-être 3 mois d'avance. Déjà, on manque de travailleurs de milieu. Mettons 3 mois d'avance. Tu commences à envoyer des travailleuses de milieu à l'intérieur des salons de massage. Puis tu commences à avertir les femmes que d'ici 3 mois, il va y avoir une fermeture. Tu leur offres des portes de sortie. Tu leur offres du counseling gratuit. Mais on n'a pas ces ressources-là. Je suis en train de vous parler d'un monde hypothétique qui n'existe pas en ce moment. Parce qu'on n'est pas... Pour de vrai, we don't give a fuck about women. Ça, c'est la réalité. Puis c'est un petit peu là-dessus qu'on peut être d'accord, c'est là. Puis moi, c'est quelque part, c'est vrai qu'on s'en calisse des personnes en situation de prostitution. Donc, si on avait prévu, regarde, quand on sort de la prostitution, qu'on se retrouve sur l'aide sociale, c'est quoi? 636 par mois? You gotta be fucking kidding me. Avec le prix des loyers, on arrive à peine à payer nos loyers, on mange pas. Puis après ça, on est dans la dépendance des banques alimentaires, des services communautaires. Si on a la chance d'avoir une invalidité temporaire, on vient de monter à 700 quelques. Puis, les personnes qui ont, ils ont aussi la malchance d'avoir une invalidité de longue durée, ça va monter à 900 $. C'est le maximum que le gouvernement dit que tu as besoin pour vivre. Là, j'entends parler que le gouvernement Couillard va faire des améliorations à ça. Beau psychopathe. Selon moi, à partir du moment où on sort une personne de la prostitution et qu'on lui offre une porte de sortie, elle devrait avoir droit à ce 900 $-là pour une période de 6 mois à 1 an. Le temps de pouvoir souffler. Quand on sort de ça, on connaît rien d'autre. Ou alors, on a été là-dedans, puis ça nous a affecté. Même si tu as connu d'autres choses avant, ça va t'affecter. OK? D'un côté, ça rend paresseuse. C'est plate à dire, c'est pas un jugement de valeur, ça rend paresseuse. C'est pas normal de faire autant d'argent facile avec des gestes qui sont une mimique de ce que serait ton intimité. Quelque part, tu sacrifies. Puis,
que aussi, toute la dynamique est malsaine. Tu es exposé à plus de criminalité, t'es exposé à des gens qui t'amènent vers... Ça te met à te faire banaliser beaucoup de choses. Puis cette réalité-là, la réalité de l'industrie du sexe, elle est absolument parallèle à la réalité du monde moderne. Ça n'a rien à voir. Une entrevue, tu n'as pas d'entrevue quand tu rentres dans l'industrie du sexe. Tu te pointes, on te regarde, on regarde si physiquement tu réponds à un des fétiches qu'on cherche. Es-tu blonde? As-tu des grosses boules? Ah, t'es noire, on en a déjà 2, va-t'en, on n'en veut pas une 3e. C'est l'industrie le plus raciste, le plus objectifiant. C'est vraiment des morceaux de corps puis des parties de choses et de particularités que l'homme pourrait désirer. Donc, on veut être sûr qu'on a la fille gros sein, qu'on a la petite qui a l'air d'un enfant. On va être sûr qu'on a une noire, mais pas trop. Une femme autochtone, ouf, ça pointe pas trop. Il n'y a pas d'industrie foncièrement plus raciste. Tous les codes des normes du travail par rapport à la sécurité et la discrimination ne s'appliquent pas pantoute à l'industrie du sexe. Essayez, bonne chance. OK, donc, dans la presse, ensuite, selon la lettre de Stella, ça disait grand ménage, Laval sort le balai. C'est dégueulasse parler de même. Je suis d'accord, OK, ça n'a pas d'allure. La manière qu'on en parle est dégradante. Toute la patente est dégradante. La ville de Laval éliminée immédiatement et sans appel. Ça, on revient sur la même chose. Là, on a précarisé des femmes dans les médias. Je suis pas en train de défendre le fait de faire de la prostitution. Je suis en train de dire que la réalité, moi, quand je travaillais dans un club à gaffe, si on l'aurait bossé du jour au lendemain et qu'on m'aurait enlevé mon revenu, ça m'aurait précarisé, ça m'aurait amené à aller dans d'autres lieux, à être exposé à effectivement une nouvelle clientèle, nouveaux proxénètes, parce que les gérants de bar, les doormen, c'est une forme de proxénétisme. D'ailleurs, dans les clubs de danseuses, les gens réalisent pas on n'est pas payé pour travailler là, c'est nous qui payons. Puis même aujourd'hui, c'est rendu courant qu'un bar service, comme ils appellent ça, c'est 100$. C'est ton premier 100$ que tu gagnes, tu le donnes au bar. J'ai déjà travaillé dans des bars où c'est nous, les danseuses, qui payons le DJ. Je veux dire, vous comprenez pas à quel point les normes des protections des travailleurs ne s'appliquent aucunement à l'industrie du sexe tant que vous n'avez pas décortiqué ça puis vu comment ça fonctionne. All right. Donc, est-ce que les salons de massage sont une porte d'entrée pour l'exploitation sexuelle? Ben, je considère que la prostitution est une exploitation sexuelle. Donc, d'emblée, on ne s'entendra pas là-dessus, moi et celle-là. Est-ce que c'est une porte d'entrée? Oui, parce que c'est facile. C'est comme, être danseuse, ça implique d'aller sur stage, d'avoir des costumes, d'avoir des chaussures de danseuse, ça coûte en haut de 100$ la paire. Tandis que travailler dans un salon de massage, c'est moins d'investissement financier déjà là que d'être danseuse. T'as moins la frousse du public. T'as pas à monter sur un stage, t'as pas à être bonne à danser. Fait que oui, c'est l'endroit où la plupart des filles ont une porte d'entrée vers l'industrie du sexe. C'est vraiment beaucoup les salons de massage, justement. Donc, en fait, c'est pas les femmes qu'on a. Laval a été absolument naïf et maladroit dans sa manière de faire, mais faut comprendre que c'est pas les femmes qu'on attaque là-dedans. C'est de réduire l'accès aux hommes à ces choses-là. Puis c'est quelque chose d'avoir un commerce qui a pignon sur rue où un homme peut rentrer, payer de l'argent, puis acheter une personne. Juste parce que. Puis on questionne pas ça. C'est correct, faut qu'il se vide. Faut petit, c'est l'heure du midi, faut qu'il fasse un petit vide. Le nombre de statistiques que je pourrais vous sortir. Puis vous allez juste aller dans les commentaires sous les lieux d'exploitation sexuelle comme les clubs de danseuses, les clubs à gaffe. Aller sur les forums de clients, si vous arrivez à trouver ça, c'est l'horreur. Quand vous voyez comment ils parlent de nous, ce qu'ils cherchent de nous, la manière qu'ils décortiquent, la manière qu'ils essayent ils vont passer des critiques à savoir, elle, là, chez On the Clock, elle regarde l'heure, là, elle ne fera pas plus qu'un service dans l'heure. Faut que vous compreniez c'est quoi qu'ils cherchent de nous. Puis ils sont pas tous méchants, sauf que j'irai pas les défendre en même temps, parce que ça prend une abstraction. Faut qu'il y ait quelque chose qui saute dans ta tête pour être capable d'avoir un orgasme avec une personne qui veut pas être là. Rappelons-nous, puis je le dis tout le temps, la job numéro 1 d'une personne en prostitution, c'est de faire comme si elle veut être là. Puis la job numéro 1 d'un client, c'est de s'en foutre. Il peut pas se poser cette question-là, sinon il va débander, sa conscience va embarquer. Tout de ça promouvoit des rapports non seulement inégalitaires, mais en plus faux. Tout de ça sonne faux. Toute la patente est fausse. Puis ces hommes-là, les statistiques le démontrent, la majorité sont mariés et ou en couple. Puis ils se sentent entitled, ils ont besoin d'aller se vider. Puis moi, je peux pas accepter que les femmes soient des vidoirs. Puis j'ai même des amis qui sont encore dans l'industrie qui vont défendre un peu avec des arguments que je trouve terribles à entendre, de dire « Ouais, mais si je faisais pas ça… » C'est comme le syndrome de la je sais pas quoi, là, qui va prendre le poids du monde sur ses épaules, de dire « Ah, mais il y a moins de violeurs à cause qu'ils peuvent aller voir des prostituées. » Non, ça n'a aucun rapport.
Le viol est un acte de prise de pouvoir, de possession de l'autre. En fait, quand un homme, à un moment donné, là, il va escalader dans la prostitution, il va tenter d'aller chercher des services de plus en plus hardcore. Même chose avec la pornographie, il y a une escalation de ce qui est recherché, du stimulus, c'est jamais assez. Donc, oh mon Dieu! Puis de dire, si j'étais pas là, peut-être qu'il abuserait sa femme ou son enfant. Tabarnak, t'es-tu en train de me dire que t'es un réceptacle à viol, à pédophile? Moi, je vis mal avec le fait que c'est garanti à 1000% qu'il y a des pédophiles qui m'ont venu dedans. Je vis pas bien que ça, pas en tout. OK. Donc, ensuite, l'organisme Stella cite des organismes qui soutiennent la position pro, comme Amnesty International, ONU-SIDA, etc. Il faut comprendre que la plupart de ces organismes-là travaillent en réduction des méfaits. Puis nous, on a compris depuis longtemps que le cadre de réduction des méfaits, donc la réduction des méfaits, c'est d'offrir à la personne des outils pour se protéger pendant qu'elle est dans cette réalité-là. Ce qui est pathétique avec l'optique de réduction des méfaits, c'est qu'elle n'est pas suffisante. Elle est correcte, mais elle n'est pas suffisante. Il faut y ajouter à ça. Il y a un nombre incalculable de femmes qui sont seulement abordées par des travailleuses de rue, donc des intervenantes qui sont en réduction des méfaits, qui ne se feront jamais demander « Est-ce que tu voudrais en sortir, toi? » Ça t'est déjà passé par la tête de passer à autre chose? Non, ils ne se le font pas demander. Parce qu'en réduction des méfaits, on te donne des condoms, on s'assure que tu as accès à du dépistage fréquent, puis on fournit une liste de mauvais clients, puis plein d'autres outils pour faire en sorte que la patente perdure. Tu t'es fait violer en réduction des méfaits, il y a des chances qu'on te dise ouais, mais t'avais-tu quelqu'un qui te protège? On n'est jamais en train de regarder la patente pour la violence inhérente qu'elle est. Donc, ONU-SIDA, en fait, tous ces organismes-là, c'est vraiment des organismes qui travaillent en réduction des méfaits. Puis Amnesty International, c'est juste vraiment du fucking n'importe quoi. Puis il y a des gens qui ont étudié ça mieux que moi, là, qui voient qu'il y a du lobbyisme, puis il y a des gros intérêts là-dedans à faire en sorte que l'industrie du sexe perdure. Amnesty International va être à cheval sur l'exploitation des enfants. À partir du moment où c'est de la prostitution ou de la traite humaine infantile, c'est absolument non. Mais dès qu'elle devient 18 ans, c'est oui. Quand on sait pourtant que dans les statistiques, la plupart des prostitutions ont commencé dans l'adolescence. Ça, c'est connu. L'âge d'entrée en prostitution, elle est mineure, OK? Fait que les prostituées, quand elles deviennent 18 ans, oups, il n'y en a plus de problème, c'est correct. Ben oui, elle est entraînée. Elle a passé son adolescence à s'entraîner à ça. Fait que maintenant, elle a l'air fonctionnelle. C'est quoi? C'est sa job d'être fonctionnelle. Parce que si elle a l'air de plus coper, elle est plus capable de se vendre. Je pense à la tune de ah, mon Dieu, ça ne me reviendra pas. Je trouve pas les noms. La tune de l'accordéoniste d'Edith Piaf, que si elle a l'air triste sur le coin de la rue, les clients ne la voudront pas. Il faut qu'on ait des mécanismes de défense, il faut qu'on le turn à on. C'est notre job de faker. Alors, on continue. Donc, une centaine de femmes de Laval perdent cette semaine leur emploi. C'est absolument déplorable, la situation de précarité violente qu'on vient d'imposer à ces femmes en bossant des lieux violemment. Cette manière de faire là des policiers et de la ville, elle ressemble énormément à la manière qu'on traite les drogues. Juste faire des bosses, c'est n'importe quoi. Il faut qu'on change notre optique, il faut qu'on devienne plus mature. Ça suffit. OK. Donc oui, c'est souvent des mères monoparentales. Mais oui, c'est des femmes défavorisées, la plupart, qui se retrouvent dans des situations de prostitution. Est-ce que c'est des milieux de travail sécuritaires? Oui, mais non. Juste, regarde, moi, j'ai travaillé au club chez Diane, OK, sur le bord de la frontière américaine, qui existe encore d'ailleurs. Puis il y a 20 ans de ça, quand j'avais 17 ans, OK? Oui, c'est sécuritaire. Dans la mesure où il y a un doorman, dans la mesure où tu payes ton 100$ pour travailler. Moi, c'était ça dans mon temps. Aujourd'hui, je suis sûre que c'est plus. Puis il y avait même un système en place absolument brillant pour te débarrasser des condoms pour pas que ça laisse de traces. Toute la patente était parfaite pour justement pas te faire buster. Puis effectivement, quand tu travailles dans une cabine fermée, c'est garanti que tu es moins en danger que sur la rue quand tu embarques dans un auto. La prostitution de rue me hante beaucoup plus que la prostitution de club. Mais on est en train de parler de gradient de sordide. Hein? OK, on continue. À un moment donné, Stella dit dans notre industrie. Ça me revient pas, ça. Donc, moralité paternaliste, ben, vous trouvez que nous, les abolitionnistes qui veulent empêcher que ça soit banalisé et que les hommes puissent juste avoir accès, qu'on est paternaliste. Moi, je trouve que vous n'avez pas un cadre d'analyse patriarcale, que vous ne comprenez pas, que vous ne décortiquez pas pourquoi les hommes devraient avoir accès au corps des femmes. Pourquoi ils devraient... C'est classiste. Pourquoi il devrait y avoir une classe de femmes qui se vend, puis les autres qui ne se vendent pas? Puis est-ce que vous réalisez que n'importe quelle femme qui ne se vend pas, à partir du moment où elle deviendrait suffisamment précarisée, elle devient à risque d'être vendue? Sérieux? Cette manière classiste elle est dangereuse et dans la tête de l'homme, dans son subconscient, ça fabrique quelque chose de dangereux de dire il y a une sorte de femme que je peux acheter puis c'est correct, je peux juste venir dedans, je peux m'en foutre, il n'y a pas de problème. Donc cette nouvelle réglementation-là
sûrement mal faites, sûrement botchées. On n'a pas offert des outils aux personnes en leur enlevant, on tire le tapis, mais on leur donne rien, ce qui prouve encore une fois qu'on se calisse des femmes. Puis le stigma autour de la prostitution, il est un tout petit peu légitime. Dans la mesure que tu vas parler à une petite madame normale là, qui n'a pas ce véhicule-là pantoute, tu vas lui en parler de c'est quoi la réalité de la prostitution, puis elle a un malaise dans son corps. Elle a comme quelque chose qui fait « Ah! » Fait que le stigma, en fait, il est soit faire pitié, tu sais, d'avoir vraiment comme un malaise pour l'autre, puis le stigma qui est le jugement de dire elle est moins, nanana, tout ça, c'est la partie qu'il faut se débarrasser. Mais il y a un stigma qui est quand même normal, dans la mesure où on n'est pas censé être capable d'accepter qu'il y a une classe de femmes qui se vendent, puis de juste faire non, son à part, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Alors, continuons. Donc, comme je l'ai dit, oui, c'est sûr que dans l'immédiat, ça précarise les femmes, ça les force à aller dans des lieux de travail différents et potentiellement plus dangereux. Ça, c'est un immédiat. Mais nous, notre lentille, elle est long terme. Puis notre lentille immédiate, elle mettra en place des mécanismes de protection puis de prendre soin des gens, tu sais. Ce qui n'est pas fait dans l'approche très policing qu'on a en ce moment. Oh, attends. Oh, wow, ça, c'est mon point préféré. Plusieurs salons de massage qui occupent des espaces commerciaux et qui doivent maintenant fermer sans préavis devront payer des sommes énormes pour résilier leur bail et autres contrats commerciaux. Quand on sait que Stella, il y a quelques années, a essayé d'acheter un building dans Hochelaga Maisonneuve pour en faire une maison close. Bravo, championne. Moi, j'ai souvent l'impression que beaucoup des filles de Stella, c'est des anciennes prostituées qui ont un fantasme de devenir des madames, de devenir des tenancières de bordel. Sérieux. Oh, je vais pleurer pour le capitalisme, je vais pleurer pour le patriarcat. Oh, ben si, madame. Attends. Le fait que les femmes devront réduire leur mécanisme de sécurité pour pouvoir protéger leurs clients d'arrestation. Ouf, il n'y a pas grand femme qui s'en calisse que leurs clients se fassent arrêter. Dans l'immédiat, là, ça enlève leur gagne-pain, mais la majorité des femmes s'en calissent de leurs clients. Puis il y en a certains que tu vas trouver fins, mais quelque part... la plupart des gens ont besoin de dissocier, là. Ils ne te connaîtront pas dans la vraie vie. Il n'y a pas un continuum. Celles qui ont un continuum entre leur vraie vie et leur action de prostitution ont souvent plus de difficultés justement à en sortir. Puis ont souvent plus de traumas après parce que c'est très mélangé. Celles qui fréquentent des clients, c'est très mélangé. C'est difficile. Pour ma part, une des choses qui m'a sauvée, c'est d'avoir une dissociation très nette entre mes deux vies. Puis ma bonne amie Mélanie Carpentier, que j'adore, on s'est rendu compte récemment qu'on a été tous les deux dans la même fusillade dans un club de danseuses en 2001. Puis j'ai même des photos d'elle prises dans la loge, puis on s'était même pas reconnus tellement on a changé. En tant qu'adulte, on n'avait même pas cliché ça. Puis elle m'a rappelé à quel point quand je travaillais, j'avais plein de rituels de propreté, j'étais super germophobe, j'avais mon savon puis mon purel. Mais c'est vrai, c'était mes mécanismes de défense à moi pour vraiment me dissocier à fond de quel point je trouvais ça sale, l'industrie. On a toutes nos façons de survivre. Puis les filles qui consomment ou les filles qui ont, entre autres, une relation amoureuse avec un proxénète, c'est très difficile de dissocier. Ça cause des blessures différentes qui se rapprochent beaucoup plus de la violence conjugale, en fait. Puis de la manipulation qui est propre à la violence conjugale. Les femmes devront afficher et négocier leurs services et tarifs de façon plus discrète. Oui, c'est vrai. Puis oui, c'est vrai que ça peut être plus difficile. Réduisant leur capacité à exprimer leurs limites et à filtrer leurs mauvais clients et agresseurs potentiels. Encore une fois, on est en train de parler d'une industrie dans laquelle le risque d'avoir un agresseur est une norme laquelle il faut à chaque moment être en train de penser. Chaque client qui arrive devant toi est potentiellement un agresseur. Nomme-moi une autre industrie qui est de même. Tout est coiffeuse, tu loues ta chaise dans un salon, puis chaque client qui rentre se faire coiffer pourrait potentiellement être un agresseur. Mais il y a plein de barrières. Il y a la barrière que tu es une femme qui ne se vend pas. Il y a la barrière que tu portes des vêtements, que tu t'affirmes d'une autre manière. Il y a tout ça qui fait que tu es moins à risque. Mais oui, c'est sûr que ça met les femmes plus à risque. Mais encore là, on n'est pas en train de parler de la vraie affaire. Je suis d'accord avec Stella que dans l'immédiat, ça met les femmes plus à risque, mais je suis pas d'accord que c'est un travail comme un autre, puis que ça vaut la peine d'être sauvé, puis que les pauvres petits clients, ils ont besoin de nous autres. Toute cette partie-là, ça me fait vivre un dégoût immense. Certains des arguments pro, là, un dégoût là, innommable. Donc, les femmes qui perdent leur emploi se trouveront dans une situation précaire qui les rend à risque d'exploitation. Et sont déjà dans l'exploitation à laquelle elles consentent. On peut-tu parler du consentement? Okay, après, il faut que je débunk la dissociation, mais là, on va parler de consentement. Le consentement, là, c'est pas être pleinement d'accord avec quelque chose. C'est que tu as un nombre de choix déjà limité devant toi, puis que tu y consens. Donc, dans les choix que tu as devant toi, là, tu fais OK.
C'est ça le consentement. C'est pas un choix actif dans lequel tu es impliqué, dans lequel tu fais « moi, je veux ça pour moi-même ». OK? Fait que la lentille du consentement qu'on utilise beaucoup en ce moment pour décrire les relations hommes-femmes, les approches sexuelles, elle peut pas s'appliquer à la prostitution. Puis le problème dans la tête des gens, c'est qu'on... Moi aussi, quand j'étais prostituée, je t'aurais dit que je suis pro-légalisation parce que ça va rendre ça plus safe. Je t'aurais dit que c'est mon choix. J'ai une mémoire absolument vivide d'avoir 17 ans, d'être adossée contre le Dunkin' Donut au coin de Saint-Laurent-Sainte-Catherine, puis d'être fucking fière, d'être à la fois mineure et d'être capable de pas me faire pogner, puis d'être à la fois capable de pas avoir de pimp parce que je sortais avec le vendeur de la Maine. Donc, à cause que je pouvais comme utiliser son nom, ça faisait que j'avais pas de pimp puis qu'on me crissait patience. Puis j'étais fière de ça. J'étais adossée contre le Dunkin' Donut, là, en pute, et je voyais les femmes normales passer, puis je les trouvais inférieures à moi. Je me disais, tu serais jamais capable de faire ce que je fais puis de survivre, puis de tirer ton épingle du jeu. Puis dans le temps, là, faut que vous compreniez, moi, j'ai connu la fin de l'âge d'or, là. Je faisais 300 $ de l'heure pour un effort minimal et ça durait jamais 1 heure. En 15 minutes de temps, on était sorti de la chambre. Puis la chambre, c'est le client qui la payait. Fait que je faisais de l'argent comme c'était obscène. En un client, tu as 300 $ en une soirée. Fait que des soirées, là, ça n'a pas de sens. Puis ça nous perturbe, ça nous rend notre relation à la valeur, à la marchandisation, au travail, à l'effort. Ça perturbe tout ça. Ça nous blesse professionnellement, la prostitution. On continue. Donc, les relations antagonistes avec les policiers et la municipalité coupent les travailleuses de l'accès à des services en cas de besoin. Bon. Le problème, là, les forces policières, certaines sont en train de se faire former justement par des survivantes. Mais oui, il y a un gros problème de perception des policiers parce que ça fait pas si longtemps qu'on avait des clients policiers puis qu'on en était consciente ou qu'on se faisait buster puis que si on leur faisait une pipe, ça passait. Il faut comprendre là, que les policiers, là, je les défends pas, je les haïs, ils ont une lentille à changer. Il n'y a pas longtemps, leur job, c'est de nous buster. Puis maintenant, leur job, parce qu'on s'est décriminalisé, là, nous, la personne prostituée, on n'est pas criminalisé en ce moment au Canada. Donc, le policier, là, il faut qu'il change complètement sa lentille. Puis en plus, il y a une grosse pédagogie qui doit se faire pour comprendre, décortiquer c'est quoi un client. Puis, parce qu'en ce moment, on attaque juste les proxénètes, en fait. On les arrête pas vraiment, on fait pas grand-chose. C'est pas vrai qu'on agit vraiment selon le cadre de la loi qui rend illégal le proxénétisme. C'est pas vrai. On le fait pas. On dit qu'on veut le faire, mais on le fait pas. Mais dans le concret, la chose qui passe les maillons, c'est le client. Ça, on s'en tabarnak, personne ne veut arrêter les clients, la police fait rien. C'est pas vrai là, que les clients ont à se cacher tant que ça. En ce moment, l'industrie du sexe à Montréal, c'est un free-for-all. Je précise qu'il y a une industrie du sexe, mais pour moi, il n'y a pas un travail du sexe. La différence est importante. Dans l'industrie du sexe, on se prostitue. OK. Donc, la dispersion et l'isolement des femmes travaillant actuellement à Laval, la plupart des filles qui travaillent à Laval, je ne suis pas mal sûre qu'elles n'habitent pas à Laval. Souvent, on ne travaille pas là où on habite. Hein? Moi, j'habitais à Montréal, mais j'allais me prostituer beaucoup dans le 450. Rendront plus difficile le travail des organismes communautaires de réduction des méfaits apportant du support direct. C'est vrai. Dans la mesure que si c'est pas un lieu fixe avec l'adresse pignon sur rue qu'on peut les trouver, c'est sûr que c'est plus dur d'aller leur distribuer des condoms. Et augmentera leur vulnérabilité aux ITSS, incluant le VIH. C'est super important, la question des ITSS, mais on se fait fucking aveugler par ça. C'est pas le problème majeur de la prostitution. Dans mon vécu de prostitution, tant que j'avais des condoms puis que je les utilisais et je les appliquais d'une manière sécuritaire, je me suis pas préoccupée des maladies plus qu'autre chose. Puis mes préoccupations étaient vraiment plus la violence qu'un homme peut faire, me faire étrangler, me faire tous ces genres de gestes-là qui pourraient arriver hypothétiquement avec un client. Puis aussi, une autre chose que j'ai besoin de dire, c'est qu'on n'est pas censé connaître les gens au moment de l'orgasme. On n'est pas censé connaître des étrangers au moment de leur orgasme. Tu sais, quand les yeux leur roulent, puis qu'ils halètent, puis qu'ils deviennent dégueulasses, puis les sons qu'ils font, on n'est pas censé connaître ça, des étrangers. Banaliser ça, ça sous-tend, et j'en viens à l'autre point, ça sous-tend une capacité à la dissociation. La dissociation, c'est connu en psychologie et en traumatologie. C'est une vraie fucking chose. C'est étudié. Puis, souvent, les femmes, quand elles ont acquéri cette capacité à la dissociation bien avant. Donc, lors d'une violence préalable, ou souvent dans la petite enfance, ça s'acquiert. Par exemple, tes parents crient, puis ça chicane, puis ça se bat, puis c'est violent, puis ton cerveau, il snap. Puis tu t'en vas dans une autre place de ta tête pour être capable de te protéger. La dissociation, c'est de détacher ton ressenti puis ta mémoire épisodique du moment de tout ce qui se passe, puis de te réfugier dans un autre endroit. Mais ces mémoires-là, ces mémoires traumatiques-là, elles sont là, mais elles existent dans une petite boîte noire. Puis quand on cesse la prostitution ou les événements traumatisants, ces choses-là, puis qu'on a de la distance, ça revient.
souvent, presque toujours. Puis là, il faut tenter par un long processus en thérapie de vraiment unpack this shit et de réassocier les morceaux, puis de les comprendre, de réassocier nos sensations. Parce que quand on se prostitue, c'est pas vrai qu'on peut ressentir le va-et-vient d'un pénis de la même manière que quand on est avec une personne qu'on aime. Il faut qu'on se dissocie, il faut qu'on se détache. Pas pour rien que les prostituées protègent beaucoup leur tête, leur bouche, là. On n'aime pas se faire toucher la face, la bouche, on veut pas embrasser. Aujourd'hui, c'est un dérapage total. C'est rendu que la mode, c'est le girlfriend experience, parce que là, tu as des filles qui doivent en plus donner ça. Ils doivent en plus donner ça. Faut qu'ils jouent à la girlfriend, ils tiennent la main dans la rue, ils dorment avec toi puis t'embrassent. Ça, là, je te garantis, je te jure sur ma vie que ça va faire des victimes de prostitution bien plus traumatiques que moi, qui avaient un détachement immense, puis qui avaient certaines zones que j'arrivais à garder sacrées et à protéger. Donc, la capacité de dissociation, ce qui me fait fucking chier et qui m'horripile avec Stella, c'est qu'on est dans la glorification de cette capacité qu'ont certaines femmes à se dissocier. Pensez-y, c'est vraiment important. Sérieux, là. C'est vraiment pas une joke. Donc, cette attaque directe envers notre communauté par les élus lavallois lance le message à toute la population du Québec que le travail du sexe, on parle de la protection de l'État, légitimant ainsi le stigma et la violence contre nous qui servons de bouc émissaire. Encore une fois, toute la patente a été faite maladroitement. La ville de Laval, c'est pas formidable ce que vous avez fait. Si vous aviez voulu le faire, vous auriez mis un plan d'action qui offre des portes de sortie, qui prépare les gens psychologiquement longtemps d'avant, au lieu d'agir comme des busters de drogue qui rentrent puis qui raflent tout puis qui laissent des gens avec rien. Puis tant qu'il n'y a pas une réforme selon moi, ça fait longtemps que j'en parle, il faut qu'on passe à un revenu minimum garanti pour tous, parce qu'il n'y a pas de questionnement, parce que c'est vraiment un entitlement. Tu as le droit de vivre. Je te regarde puis je te dis, tu as le droit d'avoir un revenu minimum garanti, tu as le droit de payer ton loyer, de manger, de ne pas avoir à te préoccuper. Les périodes de ma vie où j'ai pas travaillé, où j'étais en arrêt de travail, ont été les périodes où j'ai été le plus productive, où j'ai été le plus travaillante, où j'ai fait le plus de choses, où je me suis impliquée dans du bénévolat. La société, elle va tourner rondement. Puis arrêtez de me dire qu'on n'a pas d'argent, arrêtez de subventionner les salaires des riches, arrêtez de pas percevoir la juste part des impôts des riches. J'en ai marre, c'est tous des faux problèmes. Tout ce qu'on vit, c'est des tabarnaks de faux problèmes. OK, donc, fait que c'est pas mal ça, la lettre. Puis c'est pas mal ça que je voulais dire. Puis c'est dur puis c'est épuisant. Là. Moi, je suis tout le temps là-dedans. Là. Je suis tout le temps là-dedans. Il n'y a pas une petite journée que je suis pas en train de débunker ces affaires-là. Puis de... Informez-vous, il y a des ressources super pertinentes. Malheureusement, beaucoup sont en anglais. Comme par exemple le site Nordic Model Now. Donc, Nordic Model Now, ça, entre autres, ça explique c'est quoi le modèle norvégien que nous, on prône. Le modèle, on l'appelle aussi le modèle scandinave. Donc, je répète, qui décriminalise la personne prostituée, mais qui criminalise les clients et les proxénètes. Si on regarde là, en Suède, en Norvège, la manière que les clients sont criminalisés, là, c'est pas on t'arrête, on te crisse en prison, tu payes full cher. Si je me trompe pas, c'est en Suède. Il y a en premier lieu, il y a des étapes. Il y a un gradient à ça. Puis on t'arrête, on te donne une amende qui est proportionnelle à ta capacité de payer parce que bon, on pense que c'est deterrent. Là. Et surtout, c'est que c'est accompagné de formation. On oblige l'homme à devenir conscient de qu'est-ce que ça fait. Puis que c'est pas normal de venir dans une personne qui veut pas être là, puis de pas se poser ces questions-là, puis d'encourager une industrie qui foncièrement bourre les poches du réseau criminel, là. Foncièrement, les têtes dirigeantes, les personnes qui empochent l'argent de la prostitution. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir été dans la dernière génération quasiment qui a pu être vraiment indépendante, là, sans pression, sans pipe. J'ai jamais eu à donner mon argent à personne. Mais c'est pas la réalité aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, c'est que si c'est pas l'endroit où tu travailles qui te pimpe, c'est un pimp, puis ton argent, il s'en va vers quelque chose de criminalisé ou j'en ai-tu de quoi à foutre, moi, qu'un propriétaire de salon de massage s'achète une 3e voiture puis une résidence je ne sais où. Puis j'en ai-tu de quoi à foutre, moi, que l'argent de la vente de l'exploitation sexuelle des femmes, d'une femme qui rend un service sexuel à un homme juste parce qu'il veut venir. Encore une fois, il faut que vous compreniez à quel point toute la patente n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a des manières de bien faire. En ce moment, au Québec, on n'a pas les outils pour bien faire. On n'a pas les ressources. Au niveau psychosocial, ça prend plus de travailleurs de rue. Ça, c'est des intervenants qui vont rejoindre la personne dans son milieu. Ça en prend énormément plus. Puis nous, les survivantes, je tiens à pointer un autre détail vraiment important, là. Moi, je suis une tabarnak de bonne intervenante. Puis je suis absolument capable de travailler en réduction des méfaits. Mais je me fais bloquer dans tous les organismes. J'arrive pas à passer d'entrevue. Parce qu'à partir du moment où on sait que je suis abolitionniste, je peux pas le cacher, je suis partout.
ça me barre parce qu'il y a cette conception que si tu n'es pas capable de travailler en réduction des méfaits, si ta vision ultime de la chose, c'est qu'on doit en venir à abolir la prostitution. Est-ce qu'on va l'abolir? Regarde, est-ce qu'on a aboli le travail des enfants ou l'esclavage? Pas en tout, ça existe encore. Par contre, on a pris une tangente, une décision de société de dire ça n'a pas d'allure, on ne peut pas positionner ça. Dans les pays qui ont un rule of law, qui ont un système de loi qui est appliqué, qui fonctionne, mais dans ces pays-là, ici au Québec, c'est inconcevable de penser qu'un petit enfant de 17 ans serait forcé de travailler. Mais par contre, en Chine, en Afrique, c'est la norme. Donc, est-ce qu'on va abolir la prostitution par ces mesures-là? Dans les médias, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un message de société à nos garçons qui grandissent, que ça n'a pas d'allure. Aujourd'hui, dans les pays scandinaves, tu demanderais à un jeune garçon, est-ce que ça a de l'allure d'acheter une femme? Il est comme, ben non. Tu sais. Par contre, tu vas aller en Allemagne ou dans des pays qui ont choisi l'autre voie de la légalisation, et puis c'est la norme, et puis c'est banal, et puis ça peut être, c'est ta fête de 18 ans, on t'emmène perdre ton pucelage au bordel. Ça blesse les hommes, ça aussi. La sexualité qu'on vit dans l'échange prostitutionnel, je pense vraiment qu'elle blesse les hommes. Il n'y a jamais dans toute ma tabarnak de vie un client de prostitution qui m'a demandé « T'aimes-tu ça? T'es-tu venu? » Jamais. Même eux le savent qu'on n'est pas là pour ça. Ils sont là pour se vider, que ce soit rapide, efficace, c'est ça la patente. Fait qu'on veut avoir des hommes qui s'intéressent à la question du consentement, mais dès qu'il est acheté, on n'en parle plus. C'est plus un sujet, il est acheté. Puis ensuite, on va avoir des hommes qui s'intéressent à l'épanouissement sexuel. Il n'y a pas d'autonomie sexuelle de la femme dans la prostitution. Il y a une réponse à la demande de l'homme. Sacrément, c'est tellement évident pour moi, ces affaires-là. Puis je vous dis, j'ai beaucoup quand même de sympathie à l'état d'esprit de quand tu es dedans puis tu es pro. Je le comprends parce que j'ai déjà été dedans. Si on m'avait enlevé mon gagne-pain, si on m'avait précarisé, j'aurais moi aussi pensé la même chose. Mais il faut qu'on ouvre notre lentille et qu'on veuille mieux pour nos femmes. Donc, il y a le site Nordic Model Now. Il y a une ressource anglophone, encore une fois, malheureusement, sur Facebook. C'est Sex Trade 101 qui publie des bons articles. Sinon, il y a la clé. Joignez la clé. Si vous appelez chez Stella, puis que vous êtes prostituée, puis que vous dites « je veux m'en sortir, pouvez-vous m'aider ?» La réponse, c'est non. C'est pas ça qu'ils font. Ils font zéro sortie de la prostitution. Zéro. Fuck all. On t'accompagne pas à en sortir parce qu'on part de la prémisse que c'est un travail comme un autre. Pire, si tu veux en sortir, il est possible qu'on t'amène des arguments du type « ah, mais peut-être tu aurais besoin de tout ça, que ta job soit moins pire, que ça aille mieux. Peut-être tu as besoin de plus de sécurité ou de joindre d'autres femmes. » On est tout le temps en train de minimiser parce qu'on reconnaît pas que c'est une exploitation. Donc, la lentille est pas bonne, selon moi. Puis la lentille, elle est pas large, elle est comme ça. Celle-là, elle s'intéresse au maintenant. Donc, maintenant, ça veut dire on fournit des listes de mauvais clients, on outille les filles pour qu'elles savent comment positionner leur corps par rapport aux clients pour pas se faire blesser. On leur donne des petits trucs, mais on n'est pas en train de vraiment adresser le problème de fond. Tandis que quand les femmes arrivent dans des organismes comme les Calax ou la Clé, qui fait partie du réseau des Calax, la Clé, c'est Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. C'est à la fois l'organisme au sein duquel je milite, au sein duquel je reçois des demandes d'aller parler dans les médias, puisque je suis une des rares survivantes qui le fait à visage découvert puis qui l'assume 24/7. Puis aussi, j'y reçois des soins gratuitement. J'ai même reçu de l'aide financière. La précarité financière est à ce jour encore une constante dans ma vie. Fait que, si vous voulez faire de quoi de bien, soutenez la Clé. Soutenez des organismes comme ça, qui, eux, accompagnent les femmes. Les femmes, là, la Clé ne va pas les chercher de force, là. Les femmes, elles se pointent à la Clé parce qu'elles comprennent rien. Elles sont comme, qu'est-ce qui m'a amené dans cette vie-là? Comment ça qu'aujourd'hui, je vis telle ou telle conséquence dans mon corps? Je suis déprimée, j'arrive pas. Quand les femmes arrivent à la Clé, elles cherchent des réponses, puis elles ont besoin d'une analyse de cadre. Et c'est ça que Stella fait pas. Stella fait fuck all d'analyse de cadre. J'ai aucune culpabilité à le dire. Elles ne font pas d'analyse de cadre. Ça fait que comparer le site web de Stella, comparer le site web de la Clé, j'ai pas envie de rentrer dans l'opposition éternelle de ces organismes-là, mais on n'a pas le choix de le faire en ce moment. Il y a un organisme qui est spécialisé à Montréal vraiment à faire de la sortie de prostitution, puis il y en a un autre à Montréal qui est aussi spécialisé vers spécifiquement les femmes qui étaient dans la traite de personnes. C'est l'organisme de Mélanie Carpentier qui s'appelle la Maison de Mélanie, qui, elle, va se spécialiser vraiment avec les femmes qui ont un vécu avec des proxénètes. Donc, les sortir des griffes des proxénètes, les mettre dans un safe house. Ah, on n'a pas de ressources. Vous comprenez pas à quel point on est sous-financé. Puis que nos intervenantes sont disponibles 24/7 pour des salaires de crève-faim. Ils fonctionnent d'une subvention à l'autre. Puis la subvention, c'est pas dit qu'elle va être renouvelée après. En même temps, ces organismes-là tentent de faire de la recherche parce que si elles n'appuient pas leurs propos de recherche, elles se font juste dire qu'elles sont moralisatrices. Donc, la Clé crée des recherches. La Clé doit investir aussi en militantisme politique. Elle doit, tu sais, le lobbyisme en tant que tel,
c'est de se rendre aux autorités politiques puis d'essayer de leur faire comprendre un point de vue. Donc, on doit aussi, nous, faire du lobbyisme. La différence, c'est qu'on le fait de manière transparente puis que nos couleurs sont nettes et nos financements sont nets. On peut se questionner sur le financement de Stella? C'est évident que Stella, on le sait, c'est connu, ça a été décortiqué par Richard Poulain dans son livre aussi. Stella reçoit du financement de l'industrie du sexe. Sacrément! Réveillez-vous, la vie est belle, les femmes méritent mieux. J'aime trop les êtres humains, les femmes comme les hommes méritent mieux aussi. La prostitution, ça aide personne. Puis ça laisse des conséquences réelles sur la vie des gens. Ça fait que je ne sais pas si j'aurais autre chose à ajouter. Je vous remercie vraiment à tout le monde d'être là. Je vous encourage à repartager le feed une fois qu'il va être fini. Il va pouvoir être permanent puis repartagé. Il faut qu'on en parle. Puis aussi, je vous encourage à militer au sein de vos partis politiques, même si je déteste et je ne crois pas à la politique de parti. J'ai quand même choisi de prendre une carte de membre de Québec solidaire cette année, puisque j'en reviens pas que notre seul parti de gauche progressiste n'ait pas une position abolitionniste. Et la raison, c'est parce qu'ils sont hijacked par des filles de Stella depuis très longtemps. Des personnes très proches, des personnes dirigeantes de QS sont dans Stella. Donc, il y a un copinage là qui me dérange et puis moi, je me sens le besoin de faire un contrepoids à l'aide de d'autres personnes qui sont aussi très déçues de la position de QS, qui ne se positionnent pas, en fait, qui va utiliser dans un texte les deux termes, va dire les prostituées et les travailleuses du sexe. On n'est pas... C'est débile que QS prône le modèle scandinave dans à peu près tout, sauf dans la prostitution. C'est inconcevable et puis il faut qu'on en parle. Puis moi, j'ai espoir. Moi, je vous dis, je vous le garantis, dans 10 ans, on a gagné. Puis les monsieur, madame, tout le monde, là, ils sont pas touchés par les arguments de Stella. Ils ont comme un dégoût, un malaise dès qu'ils se mettent à décortiquer ça. Une personne normale, là, ça reste un genre de pincement de vagin quand tu leur parles de ça. Ils sont comme, je pourrais pas imaginer ça dans mon corps. Il est normal, ce sentiment-là. Ça veut dire que t'es pas dissocié. Bravo. Je suis vraiment contente pour toi que tu as eu un beau chemin de vie. Moi, non. Puis là, je guéris, puis je m'occupe des autres. Puis c'est évident que de militer, ça donne un sens à ma vie. Comme la plupart de mes collègues militantes, on n'a pas le choix. On se lève le matin, on n'a pas le choix de mettre cette direction-là dans notre vie. C'est aberrant, les arguments de l'industrie du sexe. Puis moi, je fais confiance à votre intelligence. Je fais confiance que vous allez être capable vous-même. Puis je peux vous citer... mon Dieu, je peux vous citer tellement de sources de qualité, puis je vais essayer de le faire, mais je vais le faire après dans les commentaires, mais il y a aussi des syndicats qui doivent se positionner. Donc, au sein de vos syndicats, que ce soit la FTQ, etc., qui doivent en ce moment commencer à se positionner. Est-ce qu'on crée des syndicats de travailleurs et travailleuses du sexe? Encore une fois, c'est une position très privilégiée d'être au point où tu es capable de penser à te syndiquer quand tu es dans l'industrie du sexe. C'est une minorité de personnes prostituées qui sont dans une situation où ils pourraient envisager de se structurer comme ça. Puis encore une fois, ça va être délicat parce qu'aucune des normes du travail ne sont applicables. Tu sais, tu travailles dans une cuisine, il faut que tu aies une chaussure fermée. Tu es prostituée, tu es tout nu. Avec le danger. Il n'y a aucune des normes du travail. En tout cas, ça a été bien été débunké par, je me souviens pas du nom, là, mais justement, une des grosses branches de syndicat, la fonction publique. Le syndicat je veux pas me tromper, ça fait que je vais le joindre l'information à l'écrit par après. Fait que je vous remercie énormément pour votre attention. On pourrait en parler pour toujours. Je demeure ouverte aux questions dans la mesure où on est civique, puis on se parle avec amour, parce que moi j'aime les gens, puis je fais des câlins aux gens. Puis je passe mon temps à débunker ça avec des hommes. D'ailleurs, j'encourage les hommes toujours à viens prendre un café avec moi, on va en parler. Puis je leur fais toujours une accolade parce que foncièrement, j'aime les gens. Puis je pense aussi que les hommes sont victimes de ces idées-là. Et puis que j'ai à peu près jamais vu un homme sortir vraiment pleinement satisfait et épanoui d'une transaction sexuelle monnayée, là. Ça fait que voilà. Donc, je vous aime, je vous remercie énormément pour votre attention.